Bonjour, dimanche 19h. C'est la vidéo en direct. Bon, on attend les premiers. Deux personnes. Laurent Zegdoun, bonsoir. 5, 8. « 16. JMJ, on ne connaissait pas lui. Bonsoir, bienvenue. Sandra Spinek, comment allez-vous? De Nice à Sandra. Un grand bonjour. Comment ça va à Nice? Comment ça se passe? Ça fait plaisir de vous voir ce soir. Dorival, bonsoir. Adrien Tourneau, salut. Elodie Boussin, Tonia Gomori, comment allez-vous? Ça va bien? Harold va bien? Sophie Spouche, bonsoir. Comment ça va? J'espère que tout va bien. Hélène Siari, bonsoir. Myriam Elbaz. Sandra, ça se passe bien à Nice, tant mieux. Je suis content. Vous avez fait le bon choix. Il y a un peu de soleil. Yvonne Sahui, bonsoir. Steinbrunner, bonsoir. Marie-Pierre, 145. On va attendre encore un petit peu. Fabien Talapani, bonsoir. Cécilia Barbe, bonsoir. Alors vous êtes où? Dites-moi d'où vous êtes. 190. Toulon, bonsoir Toulon. Comment ça se passe à Toulon? Tout va bien? Arlette Bétito, je pense qu'elle est à Marseille. Salut Marseille. On est dans la fin de la crise, non, malheureusement. Je pensais, mais les chiffres aujourd'hui ne sont pas très bons. Nina Krief, salut. Bonjour à la famille Krief. Famille amie de longue date. 275. Shavuotov, Jacqueline. De bonnes nouvelles cette semaine. Ndada de Tunis. C'est elle qui s'occupe avec passion du cimetière du Borgel à Tunis. Si vous avez des morts enterrés là-bas, vous pouvez la joindre en message privé. Ndada. Elle s'occupera de réhabiliter les tombes de vos ancêtres, de vos parents. Elle fait un travail magnifique à Tunis, au cimetière du Borgel. Alexandra, comment vas-tu? Ah merde quoi? Alex, dis-nous qu'est-ce qui se passe, Alex? Tu t'es trompé de... Cyril Mesguini, bonsoir. Ruben El Karat, alors s'il est là, on peut commencer. Il est avec mon frère infidèle. Toujours de bonnes nouvelles avec lui. Gino Bock, salut. Avant, encore notre vie d'avant. Alors ouais, on voudrait bien. Malheureusement, aujourd'hui, les nouvelles sont moyennes. JMJ, t'as l'île Maurice. Salut l'île Maurice, c'est nouveau l'île Maurice. Bonsoir à toi, bonsoir et bienvenue dans le groupe. Ça fait plaisir, on a élargi le spectre. On est maintenant l'île Maurice aussi. On est au Canada, on est en Tunisie, on est au Maroc, on est en Algérie, on est en Israël, on est au Liban, on est au Portugal, on est aux USA, on est en Angleterre, on est dans plein de pays. Et je ne dis pas le nombre de villes. Bonsoir de Boulogne, salut Boulogne, on est aussi à Boulogne. Je joue à la date, j'ai loupé à midi, mais aujourd'hui non, je n'ai pas bougé. Désolé, j'ai reçu ton message, il était trop tard. Salut Israël, Janine Chikli d'Israël, Cherki, bonsoir d'Israël. Coco, j'aurais dû me mettre en orange comme Sarino. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est les couleurs de mon père, des chevaux.
La casaque de mon père en Tunisie. Orange Tocor. Salut Coco. T'as raison, j'ai voulu mettre le vert, la couleur d'espoir. Parce que les nouvelles sont... Je suis un peu déçu de ce soir. Je pensais qu'on allait avoir de meilleures nouvelles. Mais bon, je vois que le pic n'a pas encore été atteint en France. Et que les chiffres sont encore en train de monter. Je suis assez étonné. Sylvain Bitan, salut. Vous avez mis un beau post aujourd'hui sur Facebook. Ça a créé la polémique. Gilbert Torza à Dubaï. Salut Dubaï. Il est à Dubaï, Gilbert. T'as raison, par le problème qu'il y a, il vaut mieux la foutre Dubaï. Bonsoir Fontainebleau, salut Fontainebleau. Salut Paris. Rosatelli à Paris. Bonsoir tout le monde. 430 personnes, on va bientôt commencer. William Stone, bonsoir, vous êtes où? Kadour Miloud, salut, Kadour. J'ai mis une belle chemise, oui, j'ai mis la chemise de l'espoir aujourd'hui. Belgique, salut la Belgique, c'est vrai que je vous ai oublié en vous citant. La Belgique, on a de nombreux membres qui nous suivent en Belgique. Serge Belaïch, salut. Voilà, j'ai mis la casaque verte, la casaque orange. Serge aussi comprendra. On est à Dubaï, bravo Dubaï. J'y étais il y a quelques temps, c'est magnifique. J'ai changé d'avis sur Dubaï. Après avoir fait un speech sur Dubaï qui n'était pas en sa faveur, ben là non. Je trouve qu'ils ont bien géré le Covid finalement, Dubaï. Ils ont mieux géré que beaucoup d'autres pays. Ils ont tout laissé ouvert, tous les touristes pouvaient venir, l'économie est restée vivante. Ils ont géré quand il y avait le pic, à chaque pic, ils géraient le pic. Ils ont transformé des hôtels touristiques en hôtels Covid. Et ils ont fait un travail magnifique à Dubaï. J'ai un ami qui travaille là-bas, qui m'a raconté comment ils ont bossé jour et nuit pendant les vagues. C'est ça qu'il fallait faire, protégeant les fragiles, protégeant les plus fragiles, les immunodéprimés, les diabétiques. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et puis, en laissant ouvert tout ça pour que l'économie puisse vivre, pour que les gens puissent vivre, pour que les enfants puissent aller à l'école, pour qu'il y ait moins de déprimés. Vous savez, cette semaine, j'ai vu une pédopsychiatre de l'hôpital de Créteil. Elle me racontait sa douleur devant le nombre d'enfants qui sont hospitalisés suite aux crises de Covid, suite à l'isolement, suite au fait que les écoles étaient fermées, suite aux masques, suite au PCR. Elle me dit qu'il n'y a même plus de place pour recevoir tous ces enfants qui sont traumatisés. Ce qui s'est passé en France aussi, mais partout dans le monde, ça a eu un grand impact sur les enfants. Ça a été un grand problème pour eux. Elle me racontait cette souffrance. Elle me racontait qu'un enfant a été empêché par sa mère de sortir pendant 1 an de chez elle. Vous vous rendez compte, un gosse qui n'est pas sorti 1 an de chez elle, c'est comme une prison. Pendant 1 an, il n'avait pas le droit de sortir pour ne pas se contaminer. Mais un gosse qui n'avait aucun risque s'il attrapait le Covid. Qu'est-ce qu'il risquait, ce gosse, s'il attrapait le Covid? Rien du tout. Et on l'a enfermé 1 an chez lui. Et maintenant, où il se retrouve où? Il se retrouve hospitalisé en pédopsychiatrie. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est terrible ce qui s'est passé. Donc finalement, qui avait raison, qui avait tort, qui peut le dire? C'est comme l'histoire du pass vaccinal. Moi je suis contre, je vous l'ai toujours dit. Et voilà qu'on repart sur un pass vaccinal alors que l'Omicron n'est pas très dangereux. Beaucoup de problèmes, beaucoup de questions sur le Covid. Aaron Sayed, comment vas-tu? Quel plaisir de te voir sur notre ligne. C'est toujours plaisir de voir des amis qui nous suivent comme ça. Nathalie Elouz, on la connaît depuis très longtemps, elle nous suit régulièrement. Gilles Ganem, que je connais depuis 5 ans. Que d'amis ce soir dans le groupe, quel plaisir, quelle joie. Toujours plaisir, c'est magnifique. Bon alors voilà, on va commencer un peu. Donc oui, je vous disais que les chiffres aujourd'hui ne sont pas très bons. Vraiment, je pensais la semaine dernière, quand je vous avais fait le live, on était au sommet de la vague. Mais non, on n'y est pas. On n'y est pas. Quand je vois les chiffres, aujourd'hui, je vois que le nombre de cas cette semaine est à 389 000 cas. Le taux d'incidence, 3486. Quand je prends les chiffres de la semaine dernière que je vous avais montré, on était à 329 000 cas. On est à 389 000. Le taux d'incidence, 2800. Donc 2800 personnes positives sur 100 000 habitants. On est aujourd'hui à 3400 positifs, 86 taux d'incidence. Le taux de positivité est à 29%. Il était la semaine dernière à 19%. Donc on voit que le nombre de positifs est plus important. La seule chose rassurante dans cette affaire, cette semaine, c'est le taux, l'heureux. Vous savez que l'heureux, c'est le taux de reproductivité du virus. Plus il est élevé et plus l'épidémie est virulente. Cette semaine, il est à 1,3, alors que la semaine dernière, il était à 1,4. Donc c'est la seule chose qui soit vraiment positive cette semaine. Et donc est-ce on a atteint le pic ou pas encore? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, que le nombre de contaminations, vous le voyez, il a
encore augmenté et que la seule chose qui baisse, mais c'est aussi un facteur très très prépondérant dans l'évolution d'une épidémie, c'est le R, c'est-à-dire le taux de reproductivité de virus. Et vous savez que quand le taux de reproductivité du virus dépasse 1, c'est que l'épidémie augmente, et quand il reste à 1 ou est inférieur à 1, c'est que l'épidémie ne se développe plus. Le taux de variant Omicron en France aujourd'hui est de 65%, ça n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière, il était déjà à 65,6. Donc vous voyez que aujourd'hui on ne peut pas parler d'une fin d'épidémie, on ne peut pas parler qu'on a atteint le pic de l'épidémie, on voit que les chiffres sont toujours très importants et qu'on ne peut pas encore dire que le sommet est atteint. Donc il faut encore patienter encore un peu, est-ce qu'il faut patienter encore une semaine, 15 jours ? Je ne sais pas. En tout cas, même en ville, vous avez des chiffres qui ont augmenté. Vous savez que le reflet de la ville, c'est ce qui va se passer dans l'hôpital. Je vous ai dit la semaine dernière. Aujourd'hui, vous avez cette semaine, dans les indicateurs, vous avez eu 1816 passages aux urgences, 15 000 hospitalisations cette semaine. La semaine dernière, on était à 1000 passages aux urgences et 13 000 hospitalisations, 2200 admissions en réanimation. Et cette semaine, on est à un peu moins. Alors pourquoi, ça aussi c'est un autre facteur intéressant, pourquoi on a moins d'admissions en soins critiques? Parce qu'aujourd'hui, on a l'Omicron qui a pris le pas sur le Delta. Vous savez qu'il y a eu un télescopage entre la vague Omicron et la vague de Delta. C'est-à-dire que la vague n'était pas terminée, que l'Omicron a frappé, et que c'est pour ça qu'on a 65% d'Omicron aujourd'hui, 40% de Delta. Et les Delta, c'est ceux qui envoyaient les gens à l'hôpital. Tandis que maintenant, on a beaucoup plus d'Omicron que de Delta. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'on a moins de passages en réanimation, parce que l'Omicron envoie moins de personnes en réanimation. Donc ça aussi, donc, si vous voulez, dans tous ces chiffres, il faut savoir voir ceux qui nous éclairent l'avenir et laisser de côté ceux qui sont trop alarmants. En tout cas, c'est le côté positif qu'il faut voir. Donc vous voyez que le nombre d'admissions à l'hôpital a diminué, ce qui veut dire, en réanimation j'entends, ce qui veut dire que les malades sont moins graves et donc c'est souvent des malades Omicron maintenant qui sont hospitalisés et beaucoup moins de malades Delta, et que la vague Delta, j'espère qu'elle va s'arrêter et permettre au Omicron de rester, et on sait qu'il est quand même moins dangereux. Donc il y a eu 1419 décès cette semaine, il y en a eu 1386. Le nombre de décès, bien sûr, c'est dû au nombre du restant du Delta, parce que les patients qui décèdent sont les patients qui étaient en réanimation, et ce sont les patients qui sont malheureusement, au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, de réanimation qui décèdent, et c'est malheureux, mais c'est un peu comme ça. Et donc, ces patients décédés, ce sont souvent des patients de la vague Delta. Eric Drake me dit que Jean Piccolo. Alors, qui c'est Piccolo? Alors, Eric Degno, raconte-nous qui est Piccolo. Comme ça, on sait un peu à quoi je ressemble, pour tous les membres, les 700 personnes qui nous regardent, qu'on sache un peu à quoi je ressemble. Alors, voilà ce que je voulais vous dire pour les chiffres. Le taux de reproduction du virus, donc vous voyez que le taux le plus important, parce que c'est le taux de reproduction du virus, c'est vraiment l'élément qui nous dit si l'épidémie est en croissance ou l'épidémie est en décroissance. Et vous voyez que le taux effectif au niveau national lors de la semaine du 10 est passé à 1,3. 1,3. Donc vous voyez que le taux de reproduction du virus diminue. Ça, c'est un élément très important qui peut nous faire dire que l'épidémie s'essouffle un peu. Mais croyez-moi, elle est encore très très virulente vu le nombre de patients. Je vois les témoignages, je vois ma femme qui fait les tests. Il y a beaucoup de positifs encore. La vague n'a pas atteint son pic. Ce Omicron est très 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 virulent. Et c'est vraiment un problème encore qui n'est pas encore résolu. Quand on voit l'activité des SOS médecins en ville, je vous ai mis les deux courbes, celle de cette semaine et en dessous celle de la semaine dernière. Vous voyez que l'activité en ville baisse au niveau de l'activité des SOS médecins. Vous êtes à 565 passages de SOS médecins pour les classes d'âge 15-44 ans, et vous voyez que le nombre de
passage pour les trucs est en train de baisser, comme la semaine dernière, il baissait déjà. Et là, de manière un peu plus nette, encore cette semaine, il est en train de baisser pour toutes les catégories d'âge. Et vous voyez que chez les personnes âgées, on est très très bas. Pourquoi? Parce que les personnes âgées qui ont 75 et plus, eux, ils suivent les bons conseils, ils restent chez eux, ils ont le minimum de contact, ils évitent les petits-enfants et les enfants qui sont contagieux, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de contagiosité se font notamment par les écoles et autres. Donc vous voyez que le nombre de cas de ce médecin a baissé et ce qui se passe en ville sera le reflet de ce qui se passera à l'hôpital. Donc si le nombre de cas en ville baisse, le nombre de cas à l'hôpital va baisser, le nombre de réanimations va baisser et tout ça quand même est un autre élément favorable. Donc il faut retenir aujourd'hui de tous ces chiffres que je vous ai montrés, 2 éléments qui sont favorables. Il ne faut pas voir les éléments qui sont... Quelles sont vos sources? Source, c'est le gouvernement. Voilà, covidgouvernement.com, voilà. Et je reprends je fais un copier-coller des courbes que je retrouve dans le site du gouvernement. Alors je sais que les complotistes ou quoi diront que ce sont des fausses courbes, que ce sont des malades qui sont hospitalisés, mais qui ne sont pas hospitalisés à cause du Covid, mais à cause d'autres pathologies, et qui chopent le Covid, et qui ont 2 pathologies. Je sais tout ça, je connais les trucs. Moi, je suis obligé de faire quelque chose d'objectif, de reprendre les courbes, de les donner en tant que telles. Ceux qui savent, et je sais bien sûr qu'on peut interpréter ces chiffres de hospitalisation en disant que ce sont des hospitalisations mixtes, des patients qui sont et diabétiques et en même temps Covid positif, et que c'est le Covid qui a déstabilisé un diabète et qui sont hospitalisés pour un diabète et non pas pour le Covid. Je sais tout ça, mais n'empêche que ce sont des malades qui se retrouvent à l'hôpital et on a une pensée pour eux et pour les malades qui décèdent. On ne peut pas dire il est mort du Covid ou il est mort du diabète. Un décès est un décès, c'est une tristesse, une peine pour la famille et c'est quoi qu'on en dise, quelle que soit la cause de sa mort. En tout cas, on doit le signaler, on doit leur rendre hommage et on doit avoir une pensée pour tous ces décédés, puisqu'on est maintenant à plus de 120 000 décès en France, et tout le monde en France a autour de soi des gens qu'il connaît, qui sont décédés, des parents, des grands-parents, des copains, des cousins, des amis, et tout ça rend que l'ambiance un peu tristounette, mais c'est comme ça. Alors, le plus important, c'est de sortir de pandémie, me dit Monique Bittan. Bien sûr, c'est plus important de sortir des pandémies, mais il faut essayer de sortir par le haut et essayer d'en sortir sans trop de dégâts pour nous tous et pour nos parents et pour nos frères et pour nos sœurs et pour nos amis. Et donc, il faut continuer à se protéger, il faut continuer à se vacciner. Mais nous avons maintenant de nouvelles armes pour lutter contre cette pandémie. Vous le savez, je ne vais pas trop en parler puisque tout le monde en parle. Ça fait la une de tous les journaux parce que ça, les médias, ils se sont accaparés de ce Covid. C'est devenu le leitmotiv de toutes les télévisions, jour et nuit, encore en ce moment revenu sur la présidentielle, un peu, mais d'habitude on parle que de ça, jour et nuit, il y a tous les prédicateurs qui sont là, l'épidémie va encore durer des années, d'autres disent l'épidémie c'est la fin, Omicron est beaucoup plus fragile que les autres, et les autres disent ah non mais il y aura un nouveau variant, puisque le virus circule très vite, il y aura un nouveau variant, peut-être sera-t-il plus dangereux que le Delta, peut-être, avec des si et des peut-être, on ne peut pas avancer. Il faut s'en tenir aux faits, vivant au jour le jour. Je vous l'ai toujours dit, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Et il faut vivre au jour le jour. Si vous vivez dans le futur, vous allez avoir des angoisses. Si vous vivez dans le passé, vous allez avoir des regrets. Vivez le moment présent, il est déjà suffisant et suffisamment chargé. Alors, je vais vous parler rapidement des nouveaux traitements qui sont sortis, parce que dans ce groupe, on ne peut pas ne pas en parler. Ça fait partie des nouveautés, ça fait partie des choses dont il faut parler. Donc vous savez, le Paxlovid, Pfizer, toujours Pfizer présent à tous les stades de cette épidémie. Nous voilà qui sort maintenant un antiviral, et vraiment moi, je suis quand même fier des scientifiques, parce qu'en 2 ans, je sais que les gens vont critiquer, il n'y a pas de recul, on ne sait pas ce qu'il va provoquer comme effet secondaire, je sais ce qui est dit sur les vaccins, je sais tout ça, je connais toutes les thèses. Nous, ici, on n'a pas de problème dans ce groupe, ni avec les vaccinés, ni avec les non-vaccinés. On n'a pas de problème, ni avec les complotistes, ni les complotistes. Ici, on a dit depuis le début, vaccinés, non-vaccinés, tous main dans la main contre cette épidémie, et avançons pour faire front à cette épidémie et en sortir.
On n'est pas là ni pour d'apporter de jugement sur les uns, ni pour porter des jugements sur les autres. Mais je demande aux gens qui ne sont pas vaccinés de ne pas porter de jugement sur ceux qui sont vaccinés. Je vous en prie, laissez-leur leur libre arbitre. Celui qui veut se vacciner se vaccine. Celui qui ne veut pas ne veut pas. Mais laissez les gens avoir leur libre arbitre. C'est pas à nous de les juger. Le jour où, vous savez, dans la vie, quand on est dans difficulté, on est tout seul. Et quand on est tout seul, c'est ça que le problème se pose. Personne n'est là pour vous dire, personne ne peut vous redonner de la santé, personne ne peut vous aider. Quand vous êtes devant un problème, au fond du vrai problème, il n'y a que vous. Vous êtes seul devant la chose et devant les difficultés, et personne ne peut vous aider, même si vous aidez, même une mère, une père, un frère, un fils, ils ne peuvent pas vous aider. Si vous avez un problème et que vous êtes seul, vous serez seul devant votre problème. Donc réfléchissez à ça. Voilà. Donc ce traitement du laboratoire américain c'est un traitement, c'est un antiviral. Donc c'est en fait, ce Paxlovid va empêcher le virus de se répliquer dans votre corps. En fait, c'est un médicament qui est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un médicament qui est nouveau. C'est un médicament qui a été créé en 2 ans. Alors les uns vont vous dire, oh, mais 2 ans, alors il est très dangereux parce qu'on ne sait pas s'il a des effets secondaires. Les autres vous diront, quelle merveille, c'est scientifique, et ils ont fait ça en 2 ans. En tout cas, c'est une nouvelle molécule. C'est une molécule qui est nouvelle, qui a été créée par le laboratoire Pfizer. Et vous savez qu'à partir de lundi prochain, je ne sais pas si c'est ce lundi ou lundi d'après, vous allez pouvoir l'avoir en pharmacie. Bien sûr, je pense que ça ne sera pas délivré à tout le monde. Le mode de dispensation n'est pas encore connu, les conditions de dispensation ne seront pas connues. Ce que l'on sait à peu près, c'est que le prix de la boîte de ce médicament sera de 700 €, ce qui représente un coût très important, et je pense bien qu'à ce coût-là, ça ne sera pas donné à n'importe qui. Donc c'est un antiviral, il diminue la capacité du virus à se répliquer, c'est-à-dire que le virus ne pourra pas se développer dans le corps grâce à cet antiviral, et donc il va freiner la maladie. Il représente un complément au vaccin, donc c'est sûr ce n'est pas un vaccin pour protéger contrairement à ses concurrents, le traitement de Pfizer n'a pas été réadapté à partir d'un autre médicament. Vous savez que beaucoup de laboratoires cherchent à recycler un ancien médicament. Beaucoup d'antiviraux, souvenez-vous, le Remdesivir et d'autres, qui ont été recyclés pour traiter le Covid, et rien n'a marché. Lui, c'est vraiment ce que je vous disais, une nouvelle molécule, baptisée la Nirmatrelvir. Mais enfin bon, vous pouvez lire ça partout, c'est écrit partout. Alors, c'est 2 comprimés à prendre, 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir. En fait, c'est une association de 2 antiviraux, le Nirmatrelvir et puis le Ritonavir, qui est un antirétroviral qui est utilisé dans le HIV, dans le sida. Donc c'est facile à administrer, 2 comprimés, 1 verre d'eau, vous prenez les 2 comprimés, vous buvez de l'eau, vous faites passer les 2 comprimés, et vous êtes 2 comprimés matin et soir pendant 5 jours, et là vous avez un traitement qui a une efficacité de 89% contre toutes les hospitalisations et contre les décès. C'est pas neutre, 89%. Vous savez que c'est un résultat extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez un traitement qui vous protège de manière très très importante. Vous savez qu'aux États-Unis, j'ai une copine qui revient de Miami et qui a chopé le virus là-bas, bien sûr, comme souvent quand on va à l'étranger. Elle a été bloquée et ses copains américains lui disaient « Mais pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital? Ils donnent gratuitement cette molécule et tu sais, il y a des résultats en 48 heures, les gens sont rétablis et tout ça. » Elle a eu peur, elle s'est contentée du Zitromax, du 5, du traitement classique que nous faisons en France en début de pathologie. Bon, elle s'en est sortie très bien aussi, mais elle me disait qu'aux États-Unis, tout le monde prend cette nouvelle molécule et qu'elle est donnée gratuitement. Vous savez, les Américains, on dit souvent que leur système de santé laisse à désirer, qu'ils sont très, très capitalistes, que les pauvres ne sont pas soignés, tout ça. Mais pour le virus, en tout cas, je peux vous dire qu'ils ont eu quand même beaucoup de traitements gratuit avec tous les anticorps étaient gratuits. Je vous ai raconté pour cette famille qui transitait par New York et tout le monde a eu le Covid et chez qui on leur avait donné la possibilité d'avoir des perfusions d'anticorps monoclonaux à l'hôpital gratuitement alors qu'ils étaient de passage en Amérique, donc c'était même pas des résidents. Et là aussi vous avez aux États-Unis cette molécule qui se donne de manière gratuite à tous les gens, enfin tous les gens qui sont susceptibles d'en nécessiter. Et il semblerait que ça se donne large à manu aux États-Unis. Donc une efficacité de 89% contre les hospitalisations et les décès. C'est très important parce que vous savez, les gens disent le Omicron, c'est pas grave et tout, mais il faut penser aux fragiles. Il faut à un moment penser aux gens fragiles. Il faut penser aux gens qui sont greffés,
qui ont une immunité à 0, qui ont fait 3 et 4 vaccins avec un taux d'anticorps à 10. Je ne sais pas si ça, vous imaginez le niveau d'angoisse que ça peut représenter. Mais c'est ahurissant, c'est angoissant. Il faut penser à ces gens-là. Il faut penser aux gens qui ont du diabète et qui savent que s'ils sont atteints, ils peuvent en mourir de ce Covid. Il faut penser aux cancéreux, aux gens qui sont sous chimiothérapie. Il faut penser à eux. Faut pas penser à vous, qui vous souhaite la meilleure santé, mais pensez à ceux qui sont, mettez-vous un peu dans la place de la tête de quelqu'un qui est comme ça, avec une épée de Damoclès depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ils vivent avec le spectre. S'ils ont le Covid, ils vont mourir. Ils ont 80% de chances de mourir. C'est eux à qui il faut penser. Quand vous dites les vaccins, ça ne sert à rien, mais dites-le leur à eux. Dites-le leur qui n'ont pas d'immunité, qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne santé, qui n'ont pas la chance d'avoir des anticorps qui montent, qui sont à 10 après 3 à 4 vaccins. Allez leur dire que vous qui avez la chance d'avoir le vaccin, que c'est de la merde ou que c'est inutile. Allez leur expliquer. C'est pas avisant, c'est pas facile. Donc il faut penser à eux quand on dit une efficacité de 89%. Mais pour eux, c'est une aubaine. C'est une merveille. Mais on va leur dire des effets secondaires. Mais ils s'en foutent des effets secondaires. De toute façon, ils vont mourir. Les effets secondaires, ils n'en ont rien à faire. C'est les gâtés qui ont peur des effets secondaires, ceux qui ont une bonne santé. Mais ceux qui ont une mauvaise santé, ceux qui vont mourir quand ils ont le Covid, ils ont des anticorps, on leur dit une molécule, mais ils sautent de joie. Ils vont en Amérique pour l'avoir. Mais je le comprends. Il faut voir le cas individuel. Un trou dans le budget, me dit Peggy. Mais non, Peggy, c'est pas un trou dans le budget. C'est sauver des gens. Pourquoi un type qui est immunosupprimé, qui a une greffe de poumon, une greffe de rein ou une greffe de foie, il n'a pas le droit de vivre? C'est de l'eugénisme. Alors lui, il doit mourir parce qu'il n'a pas de défense. On lui donne pas parce qu'il vaut 700 €. Et l'autre, le fumeur qui fume un vétérinaire qui a le cancer des poumons, on le soigne. Alors qu'il a provoqué lui-même son cancer. Ou son infarctus. Alors, il faut penser à ces gens-là. Donc oui, une efficacité de 89% contre les hospitalisations et décès. C'est très bien. Et pas pour eux, c'est magnifique. Début de Pfizer a annoncé les premiers résultats très positifs de son médicament anti-Covid. Chez les adultes présentant un risque élevé de développer une forme grave. Qui c'est ces adultes? On les connaît, c'est les immunodéprimés, les chimiothérapies, les obèses, les diabétiques, les insuffisants respiratoires, les insuffisants cardiaques. On les connaît, c'est eux, ça ne représente pas des millions de gens, mais eux, pour eux, cette pilule, ça va être énorme. Donc il faut y penser à ces gens-là, il faut dire, c'est bien que la science a pu les sauver, peut-être qu'il y aura des effets secondaires, mais s'ils sont vivants, ils les assumeront. Les premiers résultats de Pfizer sont fondés sur des essais cliniques réalisés sur à peu près 1200 adultes étant contractés. Donc c'est vrai que c'est pas un nombre d'essais énorme, c'est 1200. Mais enfin, vous savez, ça a été déjà donné en Israël. En Israël, ils disent qu'il y a d'excellents résultats. Aux États-Unis, ça a été donné aussi dans la vie réelle. Et en Israël aussi, ça donne de très bons résultats. Donc pourquoi cracher dessus? Et moi, je suis content que cette molécule soit sortie. Et si jamais un jour j'ai le Covid et que je risque de l'hospitalisation, eh ben, je la prendrai sûrement sans me faire prier. Le traitement n'est pas recommandé pendant la grossesse, donc c'est contre-indiqué pendant la grossesse, pendant l'allaitement, il faut arrêter l'allaitement et devrait être interrompu lors de prise. Enfin, les effets secondaires les plus courants sont une perturbation du goût, des diarrhées et des nausées. Alors c'est sûr, ça c'est les premières complications, on ne connaît pas les autres complications, c'est comme les vaccins, on a vu arriver 1000 sortes de complications, on a tout vu, mais bon, pour l'instant, voilà ce qui sort. Alors l'indication des médicaments, de ce médicament, c'est pour les personnes fragiles dont je vous ai parlé, donc ces gens, au début du Covid, c'est-à-dire dans les premiers symptômes du Covid, dans les premiers jours, donc il faut faire un diagnostic rapide, savoir faire le diagnostic du Covid et les prendre pendant les 5 premiers jours. Voilà l'indication, donc c'est quand on est encore au début de la maladie, sans attendre qu'il soit à l'hôpital, sans attendre qu'il soit en détresse respiratoire, c'est au début de la maladie. Comme on dit, on prenait le Zitromax, on dit maintenant, prenez donc ce Paxlovid qui va remplacer maintenant le Zitromax qu'on donnait nous en tant que médecin de ville, parce qu'on n'avait pas grand-chose et que ça a été quand même une diminution. Enfin, nous, on pensait que ça a fait du bien et que ça a aidé beaucoup de gens, et beaucoup de gens nous l'ont dit. Donc bientôt arrivé dans les pharmacies françaises, donc on sait, je vous l'ai dit, la semaine prochaine, l'Agence européenne des médicaments va approuver l'utilisation. Alors 20 millions de traitements ont été commandés aux États-Unis
ils ont déjà passé la plus importante commande au monde et désormais elle a été doublée par Biden. Ils trouvent que le résultat, effectivement, de ce que j'ai entendu des gens à Miami, ça semble assez intéressant. 5,2 milliards de dollars ont été déboursés par le gouvernement américain pour acheter tous ces comprimés. Sachez quand même qu'ils seront en partie fabriqués en France, donc vous voyez que la France est présente pour une fois. Elle sera en partie made in France, avec une fabrication prévue à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons annoncé un grand plan d'investissement en France, 520 millions d'euros sur 5 ans. Ça valait bien le coup Pfizer qui nous rend la monnaie de notre pièce. On a déboursé des milliards, mais voilà, qui nous rendent 520 millions. Directeur Albert Bourlan sur BFM TV, lundi 17. Je vous ai dit, la télé, c'est le relais du Covid. Heureusement qu'il y a le Covid pour la télé. Ça leur a donné à alimenter des jours et des nuits d'antenne. La plus grande partie de cet investissement sera allouée en partenariat avec l'entreprise Novacep. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Je n'ai pas beaucoup développé sur ce médicament, vous en avez suffisamment entendu parler, donc il faut le prendre au tout début de la maladie et pendant 5 jours de comprimés matin et soir, ça diminue la réplication des anticorps. Un autre médicament qu'il faut connaître, c'est quand même les anticorps monoclonaux. Il y a un nouveau médicament qui vient de sortir, c'est le Sotrovimab. Il a été agréé par la Haute Autorité de Santé et commandé en France. C'est un médicament qui est fait par le laboratoire GSK et Biotechnologie. Elle a reçu 6000 doses. Alors c'est quoi ce truc? Ce sont des anticorps monoclonaux. Vous savez, c'est Trump qui le premier avait utilisé ces anticorps monoclonaux, le Régénéron. Le Régénéron a été maintenant dépassé et c'est celui-là qu'on utilise. Ils seront dans toutes les pharmacies hospitalières. Le seul problème de ce médicament, donc de ces anticorps monoclonaux, c'est que ça ne peut pas se faire en comprimé, c'est fait en perfusion, parce que ce sont des anticorps. Donc on va les injecter, on va faire des perfusions à l'hôpital. Et ces infectants, ces anticorps qu'on va injecter vont empêcher le virus d'infecter des nouvelles cellules et va éliminer les cellules qui sont déjà infectées. Donc en fait, ce sont des anticorps qui vont bloquer l'infection des virus, des cellules par le virus, et éliminer les cellules qui sont infectées et les éliminer. Donc c'est des anticorps qui ont un effet très intéressant, mais à qui s'adresse-t-il? Parce que ça aussi, on ne va pas le faire à n'importe qui. Ben, c'est toujours les mêmes. C'est des anticorps. Alors, donc ils se font par voie intraveineuse. Qui est concerné? Comme d'habitude, l'utilisation est indiquée pour le traitement des adultes et des adolescents de plus de 12 ans atteints de la maladie de Covid et qui ne nécessitent pas c'est-à-dire en début de thérapeutique, c'est-à-dire pas à un stade où les gens nécessitent de l'oxygénation. Et c'est toujours les mêmes, c'est pour les diabétiques, les insuffisants rénaux, insuffisants respiratoires, les obèses, les autres. Et donc, au tout début de la phase de Covid, pour éviter que le patient se retrouve dans une forme grave de la maladie. C'est comme pour les comprimés de Paxlovid, c'est au début de la maladie, chez les personnes susceptibles de faire une forme grave, pour éviter de le passer d'une forme de début à une forme grave. Le but, c'est d'éviter le choc cytokinique et l'infection qui passe à l'atteinte des poumons avec l'hospitalisation et la réanimation sur intensif. Donc c'est fait pour les patients qui ne sont pas encore besoin d'oxygène, on a un délai des 5 jours au début des symptômes, donc les premiers jours des symptômes, et c'est fait pour les patients qui sont hospitalisés et chez qui on ne retrouve pas d'anticorps et qui n'ont pas réussi, c'est comme les immunodéprimés qui n'ont pas créé d'anticorps. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces nouveaux médicaments. Je voulais parler ainsi de l'immunité cellulaire. On parle beaucoup de l'immunité cellulaire, mais qu'en est-il en fait de l'immunité cellulaire? L'immunité cellulaire, vous savez que c'est l'autre versant de votre immunité. Vous avez une immunité humorale avec des anticorps et l'immunité cellulaire par les cellules. C'est très difficile à doser. On peut faire des dosages des anticorps, mais votre immunité cellulaire, on n'arrive pas à la doser. C'est des examens très spéciaux, très difficiles, et donc ça a été fait aux États-Unis on a voulu savoir l'immunité cellulaire si elle répondait à Omicron. Alors, l'immunité cellulaire, donc c'est l'immunité due à des lymphocytes qu'on appelle lymphocytes killers. Ce sont des cellules immunitaires, des leucocytes, c'est des lymphocytes spécifiques qui gardent la mémoire d'un agent pathogène. C'est-à-dire que quand vous avez une infection ou une immunité par un vaccin, vous allez créer des anticorps et des cellules qui vont se souvenir de ce que vous avez reçu et vont réagir si ce que vous avez reçu revient dans votre corps. Alors,
Alors, elle a été testée pour le variant Omicron, dont on sait qu'il contient de nombreux... Est-elle toujours efficace avec les vaccinations actuelles? Alors, écoutez, c'est très intéressant. Et des chercheurs ont comparé le sérum de patients qui ont reçu la vaccination Johnson, la vaccination Pfizer, ou les patients qui ont été atteints par le Covid. Et ils ont comparé les trois solutions. C'est-à-dire le sang de patients qui ont été vaccinés par Pfizer, ceux qui ont été vaccinés par Janssen et ceux qui ont eu la maladie. Et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Ils se sont aperçus que les réponses étaient... 80% des sérums des vaccinés ont montré une bonne réponse cellulaire sur l'Omicron. Simplement, les réponses étaient un peu inférieures avec l'Omicron, mais de manière spectaculaire, c'est ça qui est intéressant. L'immunité cellulaire était conservée chez les convalescents. C'est-à-dire ceux qui ont fait le Covid, ils ont une immunité cellulaire qui est meilleure, quel que soit le variant à l'origine de la maladie. Que ce soit l'original, le bêta, le delta et l'Omicron, suggérant une immunité croisée, efficiente, entre toutes les variants. Donc ça veut dire que quand vous avez fait une fois le Covid, eh ben vous gardez une immunité cellulaire qui est bonne, et cette immunité cellulaire vous protégera mieux que les vaccins sur une récidive de votre Covid. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi quels sont Aujourd'hui, on a pu faire des études sur les malades, les patients vaccinés qui font des formes graves. Quels sont-ils? Parce qu'on dit, vous êtes vacciné, donc vous risquez plus rien, mais on sait que malheureusement, on a vu aujourd'hui qu'il y a des vaccinés qui vont à l'hôpital, font des formes graves et peuvent mourir. Alors on a fait, les Américains, toujours eux, ont fait des études sur 1 228 000 personnes, donc c'est pas rien, 1 228 personnes qu'ils ont étudiées de A à Z sur l'évolution de leur maladie avec le Covid. Et qu'est-ce qu'ils ont conclu? Alors, il y a eu, sur ces 1 228 000 personnes vaccinées, non, ils ont suivi 1 228 000 personnes vaccinées, ils ont vu s'ils ont fait le Covid. Sur ce 1 228 000, il y a 2 246 cas de gens qui ont fait le Covid, donc c'est ceux qui sont vaccinés. Donc c'est 18 pour 10 000. Donc 189 sur ces 2 246 cas qui ont fait des formes sévères, et il y a eu 36 décès. Donc ils suivent 1 220 000 personnes. Ils voient combien il y a eu de Covid. Il y a eu 2246 Covid sur ce 1 200 000. 189 ont fait des formes graves, qui ont été à l'hôpital, et 36 sont décédés. De gens vaccinés, on parle. Et donc, ils ont vu qui c'était ces gens qui mouraient et qui c'était ces gens qui font grave. Eh bien, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de différence dans les comorbidités, que les personnes soient vaccinées ou pas vaccinées. C'est toujours les mêmes, malheureusement. C'est toujours ceux dont je vous parlais. C'est les gens qui ont plus de 65 ans. Moi, j'ai 63. Bon, on n'est pas très loin. Les immunodéprimés, les diabétiques, les maladies neurologiques, les insuffisances rénales, les insuffisances hépatiques, les bronchopneumopathies chroniques, c'est-à-dire les insuffisances respiratoires, les insuffisances cardiaques chroniques, ces facteurs de risque différaient peu avec ou sans le vaccin. Donc vous voyez que c'est toujours les mêmes qui, malheureusement, qui perdent la vie. C'est ceux qui ont ces problèmes-là. Et il faut penser à ces gens-là. Vous pouvez pas penser qu'à vous. Il faut penser à tous ces gens qui représentent un nombre important de patients dans le monde et qu'il faut aussi protéger et qu'il faut trouver des solutions pour eux aussi. Tous les patients avec atteinte sévère de la Covid-19 avaient au moins un facteur de risque. Et les patients décédés avaient au moins 4 facteurs de risque de tout ce que je disais. Le principal facteur de risque apparaît aussi de ne pas être vacciné. Alors, je vais vous montrer la courbe. Vous voyez la courbe. Les courbes. Donc vous voyez que ceux qui sont peu symptomatiques, c'est ceux qui ont peu de facteurs de risque. Ceux qui font des Covid sévères, c'est ceux qui ont 3 ou 4 facteurs de risque. Donc il y a des gens qui ont 4 facteurs de risque et qui font des formes peu symptomatiques. Ce n'est pas une règle générale. Mais enfin, disons que vous voyez, ça c'est le nombre de facteurs de risque. Ça c'est le nombre de facteurs de risque. Donc plus vous êtes foncé, plus vous avez des facteurs de risque. Vous voyez qu'ici, il y a des gens qui sont symptomatiques, mais qui ont des facteurs de risque. Mais dans les formes sévères, on a plus de patients qui ont 3 facteurs de risque et plus de 4 facteurs de risque. Et malheureusement, dans les décédés, on trouve personne qui a 0 facteur de risque,
c'est les blancs, on n'en trouve pas. On trouve des gens qui ont 2 facteurs de risque, donc vous voyez, on en commence à 2, 3, 4 et au-dessus. Donc vous voyez qu'en fait, dans les cas graves et cas qui décèdent, c'est malheureusement toujours les mêmes. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais des traitements. Ne les oublions pas, on en a peu souvent parlé dans notre groupe, mais là aujourd'hui je voulais en parler de tous ces gens qui souffrent de ce Covid et qui ne peuvent pas malheureusement avoir bénéficié des mêmes traitements que vous et que nous. Et donc ces gens-là, il faut y penser, il faut essayer de trouver des solutions. Et maintenant qu'on en arrive à trouver des solutions, c'est important de le signaler. Pour finir, je voulais vous éclairer sur quelque chose dans les réseaux sociaux que j'ai beaucoup entendu, c'est les cycles menstruels chez la femme. Avec les vaccins, on dit qu'avec le vaccin, le cycle menstruel va être perturbé, que les gens vont plus avoir de règles, et donc les gens ne voulaient pas vacciner les femmes jeunes parce qu'ils avaient peur de ne plus pouvoir avoir d'enfants, ou d'autres qui ne voulaient pas vacciner les enfants parce qu'ils ne pouvaient pas devenir des femmes, ou les garçons qui allaient devenir stériles, tout ça. Donc il y a quand même une étude. Leur maladie neurologique, c'est quoi? Alors, Marie me pose la question, c'est-à-dire, alors c'est vrai que c'est une question que je me suis posée moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire maladie neurologique? Est-ce que c'est du Parkinson? Est-ce que je pense que c'est des maladies dégénératives neurologiques. Je pense que c'est ça, des scléroses latérales amyotrophiques, des Parkinson profonds, des maladies la maladie de Charcot, la maladie... Enfin, vous voyez, des maladies un peu comme ça. Je pense que c'est ça, parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Alors, les cycles menstruels. Alors, ça déborde dans les réseaux sociaux. Il y a un impact majeur de la vaccination sur le... Alors, beaucoup de témoignages, mais peu d'études. C'est vrai qu'on lit de tout et son contraire. Donc, je voulais quand même en parler un peu aujourd'hui. Il y a une étude qui est sortie. Les auteurs ont comparé un groupe de femmes de 18-45 ans antécédents d'anomalies de cycle et suivies pendant 6 cycles. Celles qui avaient été vaccinées et suivies 3 cycles avant et 3 cycles après la piqûre. Les vaccinés recevaient les 3 types de vaccins, Pfizer, Moderna et Janssen. Les différences entre ceux qui avaient le vaccin et ceux qui n'avaient pas de vaccin sont minimes. Au total, moins de 1 jour de différence de durée de cycle. Donc ils ont comparé des femmes qui ont été vaccinées et des femmes qui n'ont pas été vaccinées. Et pendant 6 cycles, 3 cycles avant le vaccin, 3 cycles après le vaccin, et il n'y a pas de différence, il y a 1 jour de différence dans les cycles pré-vaccination et aucune différence lorsqu'on compare les cycles post-vaccinaux au groupe contrôle. Donc ça, voilà, la durée des cycles, des règles n'est pas modifiée également. Donc c'est encore une histoire qui tient pas la route, et je voulais en parler avant de finir ce soir. Voilà, je ne sais pas si ce soir je vous ai convaincu de l'intérêt de sauver nos amis qui ont des pathologies profondes et des comorbidités. Je voulais bien mettre le doigt dessus, parce que pour vous dire que même si Omicron est quand même beaucoup moins dangereux, parce que moi je vois le nombre de patients que j'ai suivi cette fois-ci pour l'Omicron, il n'y a vraiment pas eu de cas grave, je n'ai pas hospitalisé personne, il n'y a qu'une personne qui, avec une copine, je l'ai mis à envoyer de l'oxygène, mais vraiment c'est beaucoup moins lourd que ce que nous avons dû vivre les vagues précédentes, donc ça c'était quand même rassurant. C'est vrai que c'est beaucoup plus contagieux, et le fait que c'est beaucoup plus contagieux, c'est ce que je vous avais dit le soir en direct de Djerba, donc maintenant ça remonte au 27 ou 28 décembre. Je vous avais dit, faites attention aux personnes âgées, aux fragiles, à vos parents, à vos grands-parents, à vos oncles, ne les laissez pas trop de contact avec les autres, parce que si eux tombent malades, c'est pas sûr que l'Omicron les épargnera. Voilà ce que je voulais vous dire. Si quelqu'un veut participer pour finir, n'oubliez pas, AC Milan Juventus pour Patrick. Voilà, pour ce soir, il y a AC Milan Juventus, nous dit Patrizio Boggia. On voit bien que c'est un Italien. Les Italiens restent toujours aux choses importantes, c'est le football. Alors, bon, pour Coco Segnasi, c'est l'AC Milan qui doit gagner. On sait que c'est un grand fanatique de l'AC Milan, et donc on lui souhaite pour lui que ce soit elle qui gagne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, vous ne parlez pas de ceux qui ont fait un AVC. Moi, quand je ne trouve pas d'études randomisées, médicalisées sur un fait, je n'en parle pas. Si je parle aujourd'hui des menstruations, c'est parce qu'il y a une étude qui est sortie. Si un jour il y a une étude qui sort sur les AVC post-vaccin, je parlerai de cette étude sans problème. Moi, je vous ai dit, je n'ai aucun problème avec le vaccin, j'ai aucun problème avec la vaccination, et je peux vous dire que vacciné, pas vacciné, on est tous dans le même bateau, et que s'il y avait des infos
médicales qui sortaient sur les complications des virus, de la vaccination dans le sens de l'AVC, vous serez les premiers à en être informés. Dans ce groupe, on n'a jamais caché quoi que ce soit, on a toujours donné les informations telles qu'elles étaient, et on n'a jamais eu de problème avec quiconque. Voilà. Alors je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous souhaite beaucoup de courage, travaillez bien, restez zen, restez cool et faites attention à vous, les gestes barrières, ouvrez bien vos fenêtres et n'ayez pas peur parce que le micro n'est pas trop dangereux, ayez peur pour vos parents. Et voilà, alors Monique Bittan me dit j'ai été greffé, je fais les 3 doses. Ben oui, voilà, c'est ça, et donc elle est contente, elle, d'avoir des médicaments en plus, plus on a d'armes à notre arc, et mieux on se porte. Allez, je vous souhaite à tous, je suis contre le pass vaccinal, Anne-Laure. Me demande si je suis pour ou contre, je suis contre, ça sert à rien. Le pass vaccinal ne sert à rien, puisque quand vous avez un pass vaccinal, ça ne veut pas dire... Vous savez, le problème aujourd'hui qui se pose, je vais finir sur ça d'ailleurs, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont positifs qui sortent. Voilà le vrai problème d'aujourd'hui. C'est pas le pass vaccinal. Ils ont leur pass vaccinal, ils sont positifs, ils se baladent à droite à gauche, ils vont au restaurant, ils vont travailler, ils vont truc, et ils vous disent oui, moi j'ai rien, j'ai juste un rhume, et ils sont positifs et ils contaminent tout le monde. Donc le vrai problème, c'est eux le problème. C'est pas le pass vaccinal et c'est pas le vacciné. Moi j'ai toujours dit que s'il y avait que des non vaccinés en France, on n'aurait pas eu une épidémie aussi galopante. Parce que les pas vaccinés, ils sont responsables. Ils savent qu'ils ne sont pas vaccinés, ils font attention à eux, ils font attention à leur famille, ils font attention à ce qu'ils font. Les autres, ils sont vaccinés, c'est les rois du monde, ils s'en foutent de tout, on est vaccinés, on risque rien, ils sortent, ils contaminent tout le monde et tout ça. Donc faites attention quand vous critiquez les non-vaccinés. Faites attention parce que les vaccinés, ils sont pas toujours en dehors des reproches. On aurait beaucoup de reproches à leur faire, aux vaccinés. Et je peux vous dire que moi, je connais beaucoup qui sont vaccinés et qui sont sortis positifs, qui ont pris des avions positifs et qui n'ont pas respecté la santé des autres. Parce que votre liberté se limite à la liberté de votre voisin. Et quand vous sortez positif et que vous allez dans un avion et que vous prenez le risque de contaminer les gens de l'avion, eh ben moi je trouve que c'est pas une attitude responsable. Et jamais un non-vacciné ferait ça. Et moi je vous dis, les non-vaccinés, eux ils font attention. Et eux ils sont crédibles. Un vacciné, moi je n'ai plus confiance en lui. Je sais pas s'il est positif ou négatif. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Faites attention à vos proches, faites attention à vos vieux, faites attention à vos familles, faites attention bien sûr à vous en premier. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez jamais qu'ensemble on est plus fort.